Donc, je vais continuer. Donc, j'avais dit que je parlerais de 3 études. La première étude serait sur données historiques américaines. La deuxième étude va être sur données américaines contemporaines. Et la troisième étude, c'est sur données finlandaises, d'accord? Donc, je vais parler de ces 3 études. Donc, maintenant, je vais parler de la première. Évidemment, vous avez raison, c'est-à-dire que j'ai montré des corrélations. Voilà, je n'ai pas prétendu montrer des relations causales. Voilà. Alors, il y a dans cet article, en fait, une tentative de relation causale avec une législation qui a rendu le brevet plus facile et où il montre que cet instrument fonctionne bien pour la croissance, pour la régression de croissance. Voilà, donc, mais je n'ai pas envie de vous embêter avec ça. Donc, je peux dire qu'en tout cas, la première régression sur la relation entre brevet et croissance, celle-là, dans cet article, ils introduisent ce qu'on appelle un instrument. Un instrument, c'est une source exogène qui fait varier l'innovation et qui n'affecte la croissance que parce qu'elle fait varier l'innovation. Voilà. Et là, il montre que ça joue un rôle. Je voudrais maintenant parler du cycle de vie des inventeurs sur les données récentes américaines, donc ce second article. Donc, je vais suivre les inventeurs au cours de leur vie et utiliser les brevets comme mesure d'inventivité, d'accord? Comme j'ai fait tout à l'heure. Mais maintenant, la période, c'est la période 1996-2012 aux États-Unis. Donc, c'est une période récente. Et je peux avoir des données plus fines, parce que tout à l'heure, j'avais regardé des comparaisons entre États américains. Et là, ils vont regarder des individus. Et ils ont des informations sur ces individus parce qu'ils peuvent croiser des données sur les revenus de ces individus. Ils peuvent savoir certaines choses sur les parents de ces individus et sur leur brevet. Donc et sur l'éducation, ils ont également pour la population de New York, ils ont des données sur les scores, les tests, vous voyez, en CM2, les tests, voilà, donc les niveaux d'études, enfin si vous voulez, les tests aux examens. Donc ça, ils peuvent utiliser un peu d'informations là-dessus. Évidemment, vous n'avez pas sur données historiques, évidemment. Et donc, voilà ce que font ces auteurs. C'est un article, bon, alors à chaque fois, vous savez, en économie, ça va lentement. Et là, mais si vous voulez, parmi tous ces articles-là, sont parmi les premiers qui vous mettent ensemble des données individuelles de revenus, des données fiscales, dans ce cas de ce papier, et des données sur les brevets. Et c'est très balbutiant, ça. Donc, je peux imaginer que vous avez beaucoup de choses que vous voudriez que je fasse qui ne sont pas faites. Mais je vous montre de la recherche en train de se faire. Mais la recherche, ça va très lentement. Et déjà, d'avoir les données. Vous savez, moi, par exemple, en France, ça fait 1 an que je me bagarre. Je découvre d'ailleurs ce que c'est que la bureaucratie en France. C'est-à-dire que je me bagarre. D'ailleurs, je suis content que ça soit filmé parce que je veux que ça soit entendu. Je n'en peux plus. Je me bagarre avec la DGFiP et le comité du secret. Et alors, ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'il y a des changements de direction. Donc, on me fait attendre indéfiniment. Et ensuite, il y a des changements de direction. Et le nouveau directeur, il oublie tout ce qu'a fait le précédent. Et je dois tout recommencer à zéro. Donc, si vous avez entendu parler du mythe de Sisyphe, moi, en France, je suis occupé rien que pour pouvoir croiser des données de revenus individuels et des données de brevets. C'est le mythe de Sisyphe. Je n'arrête pas. Et vous voyez, donc il y a la lenteur de la recherche naturelle, mais il y a également le fait que pour avoir ces données, vous devez vous bagarrer contre des bureaucraties infernales. Et voilà, je ne veux pas vous... J'arrête là les plaintes. Hein. Bon, alors donc voilà, donc ce que regardent mes co-auteurs, c'est le milieu familial, le sexe, les capacités, le sexe, c'est-à-dire homme-femme, les capacités, alors les tests. Hein, et donc, on regarde des choses de ce... Donc, alors, naissance, c'est pas juste parce qu'ils regardent capacité au bout de la 3e année. Donc, capacité, pour moi, c'est plus naissance du tout. Donc, c'est déjà déterminé par le milieu environnemental, par l'environnement social. Donc là, quand je mets ça ici, c'est vraiment de l'abus. Donc, je me prémunis déjà de... Alors, ensuite, ils regardent les quartiers, le type d'études, etc., et ils regardent aussi d'où viennent les parents, ils regardent dans quels secteurs ils ont travaillé, et puis après, ils regardent le revenu et ce qui se passe avec les revenus. Donc voilà, donc c'est un papier qui fait un peu tout ça. Moi, je vais montrer quelques transparents basés sur le travail de ces personnes, mais en fait, voilà tout ce qu'ils regardent. Et je vais regarder un peu les mêmes choses sur les données finlandaises à la fin. Alors, vous voyez, je retrouve cette courbe. Ça, c'est la courbe qui revient tout le temps. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que j'avais déjà la même courbe sur données historiques,
Mais ça, c'est une courbe sur données beaucoup plus précises, individuelles, et sur la période 96-2012. Je regarde le lien entre le revenu des parents et la probabilité d'inventer, et vous avez cette même courbe, c'est-à-dire c'est assez faible, et ça se met à augmenter très vite quand le revenu des parents est au-dessus d'un certain percentile. Donc c'est quand même très surprenant, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire c'est vraiment une invariante historique, quoi, si vous voulez. Ça a l'air d'être vrai sur données historiques, et c'est l'air d'être vrai sur les données sur les données récentes. Voilà. Donc je vous mets en parallèle le papier précédent et l'étude sur données récentes. Et vous voyez que ça a quand même un peu la même tête, quoi. Donc c'est quand même intéressant, et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc évidemment, comme je vous avais dit tout à l'heure, je peux avoir plein d'hypothèses, dont certaines vous allez hurler, vous allez dire mais comment vous pouvez mentionner des hypothèses comme ça? Mais vous savez, quand vous faites de la science, il faut, enfin de la science, je ne sais pas si je fais de la science, mais quand vous avez une étude, on essaie de comprendre. C'est un grand mot de dire je fais de la science. Quand j'essaie de comprendre, eh bien je soulève toutes sortes d'hypothèses. Et je ne sais pas a priori. Donc là, c'est que visiblement, les enfants issus de familles modestes affrontent des barrières à l'entrée plus élevées. Cette hypothèse est assez raisonnable, parce que d'abord, surtout aux États-Unis, ça coûte cher d'envoyer vos enfants dans des bonnes écoles, parce que vous savez, aux États-Unis, d'abord, il y a un effet de voisinage. Par exemple, moi j'habitais à Cambridge, Massachusetts, à Boston. Moi, là où j'habitais à Cambridge, les écoles elles étaient hors de prix. Et puis, s'il y avait des collègues qui habitaient à Lexington, dans la banlieue de Cambridge ou de Boston, seulement, évidemment, il y avait certains des endroits où l'école était gratuite, seulement d'habiter là-bas, ça coûtait très très cher. Donc, tout le monde ne pouvait pas habiter là-bas. Donc, il y a déjà là-bas une énorme barrière de revenus en termes de qui va dans les bonnes écoles et qui ne va pas dans les bonnes écoles. Qui va dans les bonnes universités, qui ne va pas dans les bonnes universités. Aux États-Unis, c'est énorme, cette barrière-là. D'accord ? Ensuite, il y a d'autres barrières. Mettons que vous ayez atteint un certain niveau d'éducation, que vous avez inventé, ou vous voulez. D'abord, ensuite, il y a une autre barrière, c'est de dire je veux démarrer un nouveau business. Si j'ai des parents très aisés qui ont les moyens, ils peuvent me donner un peu d'argent pour démarrer mon business. Ou se porter garant auprès d'une banque qui me prêterait de l'argent. Et les parents n'ont pas d'argent ne peuvent pas faire ça. Donc ça, si vous voulez, cette première hypothèse, elle est quand même très très vraisemblable, vous voyez, très plausible. Maintenant, il y a une deuxième hypothèse, c'est que les parents plus aisés, mais ce n'est pas une hypothèse contre l'autre hypothèse, c'est probablement complémentaire de l'autre hypothèse. Et l'hypothèse, c'est que les parents plus aisés sont également en général plus éduqués et donc transmettent leur éducation aux enfants, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais il y a également d'autres choses. Les enfants, les préférences, peut-être que les enfants dont les parents baignent dans certains milieux sont plus influencés et voudront, savent que ça existe l'innovation, savent que ça, voilà, ils ont baigné dans un certain milieu. D'ailleurs, les connexions, il y a une chose dont je n'ai pas parlé également, les connexions. Tu veux être innovateur, mais moi je connais un tel ou je connais tel, ça joue un rôle très important, c'est évident. Et il y a peut-être, est-ce qu'il y a aussi des prédispositions des enfants de familles aisées? Alors là, c'est très compliqué, et je montrerai des choses là-dessus, mais là, je marche sur des œufs, parce que là, c'est un gros débat, et je veux faire très attention. Moi, je suis quand même quelqu'un qui croit que à 99,99%, c'est l'environnement social qui détermine tout, mais il y a certaines choses où j'ai certains résultats, et je vais y aller très mollo quand je vais essayer de les interpréter, parce que je veux être très, très, très prudent et ne pas, je ne suis pas suicidaire, disons en un mot. Hein, voilà. Donc, donc là, il y a le revenu des parents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on montre en fait que, je regarde en fait simplement, j'oublie le revenu des parents ici, je regarde le lien qu'il y a, ça c'est dans le papier de Bell et al., entre la probabilité d'inventer et la performance en third grade. Alors third grade, c'est quoi? C'est le CE2 ou le CM1, quoi, le third grade chez eux. Hein.
Donc c'est le CE2, je pense, non? C'est la 10e, c'est la 9e, quoi. Hein? Donc, et donc on voit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que typiquement, eh bien, il semble qu'il y ait une corrélation entre une très bonne performance, qu'un peu ça suit le même mouvement que le revenu des parents, vous voyez, je veux dire. Vous n'avez pas une très bonne performance en 9e, vous avez peu de chances d'innover, et quand vous avez une très bonne performance en 9e, c'est là que vous avez plus de chances d'innover, vous voyez. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est intéressant qu'ils puissent faire ça. Alors, c'est quand même... donc voilà, ils ont cette relation-là. Je ne sais pas qu'en penser, mais je relierai ça, quelque chose que j'ai sur la Finlande, et donc on parlera de tout ça tout à l'heure. Voilà, je reviendrai sur ça. Ensuite, cette figure-là, elle me montre la distribution, si vous voulez, ça c'est des densités. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui ont de très très bons scores, il y a très peu de gens qui ont de très très mauvais scores, et le gros des gens a les scores assez moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est toujours pareil, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la courbe en bleu, c'est, je me restreins aux enfants dont les parents ont un revenu en dessous du 80e percentile, et c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parmi les 20% qui gagnent le plus, et puis l'autre, c'est parmi dont les parents sont les 20% qui gagnent le plus. Et vous voyez que ça déplace un tout petit peu, la courbe, mais pas de manière dramatique, vous voyez, ça la déplace un tout petit peu, quoi. Hein, c'est quand j'ai les parents pour un test coordonné, donc on voit que le test score, bon, les parents, ça joue un peu, mais vous voyez que ça ne joue pas de manière horriblement dramatique, ça joue un petit peu, mais c'est pas horrible, c'est pas que cette courbe-là est là et celle-là elle est là, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont assez proches quand même, quoi. Donc ça c'est quand même intéressant. Et là maintenant, ce que je vais montrer, c'est que donc je remontre ça c'est la probabilité d'innover à 30 ans avec le revenu des parents, qui a la même tête que tout à l'heure, hein, qui a la même tête que ce que j'avais montré tout à l'heure. Et là maintenant, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, je peux dire qu'une des raisons, c'est que les enfants favorisés et défavorisés, plus ou moins, on a vu qu'ils ont à peu près les mêmes compétences initiales, puisqu'on a vu que ces deux courbes sont assez proches l'une de l'autre, finalement. Donc, c'est autre chose qui détermine. C'est vrai que ça fait une petite différence ici en termes de compétences par le test score en third grade, mais il se passe autre chose, visiblement, hein. Et il y a quand même une petite différence. Mais on veut savoir qu'est-ce qui est dû aux différences à ce niveau-là versus tout ce qui se passe après, quoi. C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui, hein, vous êtes de famille plus aisée, moi de famille un peu moins aisée, et on a, bon, qu'est-ce qui est dû? Vous avez plus de chances d'innover que moi. Quel pourcentage de cette différence de probabilité est dû à cette différence de courbe-là, et qu'est-ce qui est dû au reste, quoi, hein? Donc, voilà. Donc, on veut regarder. Donc, on veut regarder à la fois l'influence des compétences initiales. En tout cas, j'appelle ça initial, le third grade. C'est quand même pas le stade initial dans la vie. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avant, mais ça, on reviendra là-dessus. Et puis, on veut regarder sur ce qui se passe après. Et donc, on veut regarder les différentes choses. Alors là, ce tableau, il vous dit la chose suivante. Il vous dit, voilà, en fait, il vous dit que la différence de cette différence-là, elle donne 30% de la différence des probabilités. Ça veut dire que 70%, c'est autre chose qui se passe après. Voilà. En gros, c'est ça que ça vous dit. Ça vous dit que 30% de différentiel de probabilité entre quelqu'un dont les parents sont dans les 20% les plus riches ou pas dans les 20% les plus riches, eh bien, sur cette différence de probabilité, eh bien, 30% sont dus à la différence, au fait qu'on a des meilleures compétences en third grade. Vous voyez, c'est pas négligeable, mais voilà, il y a encore 70% à expliquer, quoi. Hein, d'accord? Voilà. Donc en gros, c'est ça que dit cette table-là. Là, c'est ce qui se passe, c'est que si vous voulez, là j'ai les brevets above. Ça c'est la propensité à breveter de quelqu'un dont les parents sont dans les 20% les plus riches. Ça, c'est la propension à breveter dans quelqu'un qui ne sont pas. Et maintenant, ça serait ce chiffre-là si je disais, eh bien, donnons les mêmes scores en third grade à ceux dont les parents ne sont pas dans les top 20 que ceux que les parents avaient le top 20. On aurait eu ça. Et si je fais ça moins ça,
ben, voilà, il reste ce chiffre-là, quoi. Mais en fait, je me dis, voilà, ça me dit que le gap, c'est 30%. 30% est expliqué par la différence de score en third grade et le reste était expliqué par autre chose. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai. Et donc je veux expliquer évidemment les 70% également. Hein. Donc l'effet du revenu des parents sur l'inventivité, 30% est expliqué quand je dis initial, ça veut dire en CM2, mais déjà en CM2, il s'est peut-être passé beaucoup de choses différentes pour quelqu'un dont les parents sont dans le top 20% et quelqu'un dont les parents ne sont pas dans le top 20%, et 70% par d'autres facteurs. Alors probablement les autres facteurs, c'est les barrières à l'entrée, c'est le coût de l'université, c'est le coût de démarrer un business, c'est plein de choses qui fait qu'on continue les études ou qu'on ne les continue pas, etc. D'accord ? Alors maintenant, je voudrais vous montrer cette figure-là, qui est très intéressante, parce que j'ai regardé la distribution des probabilités d'inventer entre des gens dont les parents sont dans les 20% les plus riches et d'eux dont les parents ne sont pas dans les 20% les plus riches. Et j'ai vu qu'il y avait une petite différence et que cette différence, eh bien, elle vous donne 30%, elles expliquent 30% de la différence de probabilité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je regarde homme-femme, là, c'est identique. Vous voyez, la distribution des test scores, ça c'est la distribution des scores en CM2, en CE2. Vous voyez que les filles et les garçons en CE2, c'est la même chose. C'est indistinguable. Vous voyez, c'est indistinguable. Or, quand je regarde les brevets, le pourcentage de femmes qui brevettent, ici c'était très très peu en 1940, et en 1980, je n'arrive même pas à 20%, j'arrive à 15%, et ça plafonne maintenant, si je vais plus loin, je crois qu'on ne dépasse jamais 18%. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le pourcentage de femmes dans les innovateurs ne dépasse jamais 18% aux États-Unis sur données récentes, alors qu'ils ont les mêmes scores en troisième, en third grade. C'est quand même intéressant, ça. D'accord? Donc là, en fait, la différence en third grade que vous avez, qui est minuscule, elle n'explique que 5% de la différence entre hommes et femmes en termes d'innovation. Tandis que la différence de score en third grade entre les enfants de parents dans les 20% les plus riches ou pas, d'expliquer 30%. Ici, c'est 5% que j'explique par la petite différence de courbe là, et 95% que j'explique pas par cette différence. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Je peux regarder l'origine ethnique. Donc, regardez simplement les courbes, les bleus, et vous voyez qu'effectivement, bon, le revenu, c'est très important aux États-Unis. Vous voyez que, alors c'est très intéressant qu'il y a plus d'inventeurs, chez les Asiatiques que chez les non-asiatiques. C'est intéressant, j'étais surpris de ça. Vous voyez que les Blancs dominent les Africains-Américains et les Hispaniques, mais sont dominés par les Asiatiques aux États-Unis. C'est quand même très intéressant. C'est un phénomène en soi qui est très intéressant. Les gens issus de milieux d'origine asiatique, c'est quand même chose de très, très intéressante. C'est vrai que j'étais, moi, à University of British Columbia, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada. Tous les étudiants viennent d'Asie. En fait, Vancouver, c'est la côte ouest. Hein. Donc, voilà. Donc, alors maintenant, il y a une chose qu'on peut se dire. C'est quand même intéressant, c'est la chose suivante. Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, on sait que si on est une femme, on est défavorisé. On sait que si on a des parents qui ne sont pas dans les 20% les plus riches, on est défavorisé. On sait que si on est hispanique ou africain-américain, ce n'est pas génial non plus pour être inventeur, d'accord, aux États-Unis. Donc on devrait se dire que ceux qui innovent parmi eux sont meilleurs que ceux qui innovent parmi ceux qui ne sont pas dans ces catégories défavorisées. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il y a un papier de Chiang Tai-sei, j'arrive jamais à prononcer son nom, Eric Hurst, qui est à Chicago. Donc les deux premiers sont à Chicago Business School. Jones est à Stanford et Clino est à Stanford, sauf que Jones est à la Business School et Clino est au département d'économie, mais enfin les deux bâtiments sont à côté l'un de l'autre. Donc, si vous voulez, ils ont produit ce travail sur l'allocation des talents, et eux, ils ont cette hypothèse de dire, ben voilà, si je suis d'un milieu défavorisé et que j'y arrive, je dois être drôlement bon. Mais est-ce que ça se voit? Voilà. Et donc, une prédiction majeure de leur modèle, c'est que les inventeurs discriminés devraient être plus performants quelque part que les autres, puisqu'ils ont eu des barrières plus grandes à affronter. Les génies devraient transcender les conditions sociales de naissance. Est-ce que c'est vrai empiriquement? Et là, c'est assez curieux, parce que si vous voulez, ce que vous voyez là, c'est toujours l'article de Bell et al. Si vous voyez par exemple les scores en troisième, en CE2,
vous voyez qu'ils ils tendent à être, en tout cas pas, ils tendent pas à être meilleurs. Là, ils tendent à être légèrement meilleurs pour les enfants qui sont issus de milieux favorisés. Là, ils sont bien meilleurs pour les gens qui ne sont pas de minorités ethniques, et ils sont pareils hommes-femmes essentiellement. Donc cette hypothèse ne semble pas être vraie, mais peut-être parce que c'est autre chose qui est important. Peut-être qu'en termes de test scores, ils sont encore moins bien, ils sont défavorisés, ça se traduit également par des test scores moins bons, mais il y a quelque chose de plus qui détermine qu'ils vont être innovants, des talents, quelque chose de très spécial, qui n'est pas justement les test scores, qui est dans le 70%, qui est autre chose, et qui font que c'est des types qui ont un génie, quoi, qui ont quelque chose qui lui vraiment transcende tout, mais que je ne peux malheureusement pas mesurer avec les données que j'ai là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu ce que je voulais raconter sur ça. Voilà, donc ça c'est la première. Je dois maintenant aller à la deuxième. Je vais faire échapper. Et je vais maintenant aller à la deuxième. C'est là que je dois aller. Je fais la partie 2 maintenant. Voilà, est-ce que vous tenez encore le coup? Alors, je regarde la partie 2. Il faut que je fasse affichage. Et maintenant, je vais mode lecture plein écran. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Voilà. Alors, on continue toujours sur notre étude Bell et al. Et donc, il est quelle heure là maintenant? Quelle heure j'ai là? Je suis à quelle heure là? Il est quelle heure? Hein? Il est 4h30? 15h30, je veux dire? D'accord. Donc, je continue. Alors, maintenant, je regarde autre chose. Je regarde maintenant l'effet des parents, de là où sont les parents. J'ai regardé le revenu des parents, pour le moment, où j'ai regardé l'origine sociale d'où je viens, l'origine ethnique. Mais je voudrais regarder d'autres choses. Par exemple, leur donner à eux vous permet de dire si les parents sont inventeurs ou pas inventeurs. Et vous voyez une chose très intéressante, c'est que si vous avez des parents inventeurs, vous avez beaucoup plus de chances d'être inventeur. C'est intéressant. Ça montre qu'il y a des externalités très fortes des parents vers les enfants. Hein? Vous êtes inventeur, si vous avez des parents inventeurs, vous avez beaucoup plus de chances d'être inventeur. C'est intéressant en soi. Hein? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que je peux regarder dans quel domaine j'innove. Et donc, là, on regarde des gens dont les parents, si on regarde les inventeurs dont les parents sont inventeurs, il se pourrait que je n'ai pas inventé dans le même domaine que mon papa ou ma maman. Et or là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, je représente en horizontal la distance à la classe technologique de mon père. Vous voyez, mon père, il a innové dans une classification de technologie, et on leur met des distances. Il y a des trucs, des choses qui sont très près. Hein, il est sur des iPhones et moi je suis sur un iPad, là on est très proche. Mais s'il est sur un iPhone et moi je suis dans des savons, c'est très loin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a une distance technologique. Et vous voyez que c'est surtout, on a énormément de probabilité d'innover dans les mêmes choses que ses parents. J'ai une histoire marrante à vous raconter, simplement pour vous distraire un peu. J'ai un copain qui est économiste en Allemagne, s'appelle Helvig. Et dont le fils est à Toulouse. Et c'est une histoire très marrante, il va sûrement voir si c'est filmé. Son père travaille dans l'économie monétaire, c'est un grand spécialiste. Et le fils est devenu spécialiste de l'économie monétaire. Et on demande au fils, est-ce que c'est un problème pour toi que tu travailles dans le même domaine que ton père? Et sa réponse est, pour les 10 prochaines années, c'est mon problème, ensuite ça sera son problème. Voilà. Et ouais, je voulais raconter cette histoire. Bon, je passe à une autre chose. Alors, le secteur de travail des enfants, ils sont tous les deux très bons, hein, ils sont remarquables. Alors, alors là, je regarde, si vous voulez, ce que je montre ici, c'est la chose suivante. Ce que je montre là, c'est que, si le père appartient à une industrie plus innovante, eh bien, il a plus de chances. J'ai plus de chances que les enfants innovent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on a des parents dans des industries plus innovantes, eh bien, on a une plus grande chance d'innover. C'est intéressant. Voilà. Donc, alors, c'est intéressant parce que ça ne veut pas forcément dire que le père était un inventeur. Donc, on sait déjà que si le père est un inventeur, j'ai plus de chances moi-même d'innover. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si le père travaille dans une industrie plus innovante, j'ai plus de chances d'innover. C'est intéressant, vous voyez? Voilà. Et la partie de droite, c'est une régression. Mais ce que vous dit cette régression essentiellement, c'est qu'elle régresse l'intensité
elle régresse la probabilité d'inventer sur si vous voulez, on montre que si l'industrie du père est plus innovante, j'ai plus de chances d'innover, donc c'est celle-là. Vous voyez, donc fraction of inventors in father industry, et là c'est la fraction d'inventeurs maintenant, et on voit que les deux sont très corrélés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai plus de chances d'innover si l'industrie du père est plus innovante, et j'ai plus de chances d'innover dans son industrie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que si l'industrie du père est plus innovante, j'ai plus de chances d'innover, point barre, et j'ai plus de chances d'innover dans quelque chose de proche de l'industrie du papa. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Ça, c'est ce que me dit cette slide. Ça, je trouve que c'est très intéressant, ces effets parents-enfants. Là, c'est une autre régression qui est la régression géographique. Et ce que ça montre là, donc là, on regarde les origines des inventeurs. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je décomposais en états. Ce qui est très intéressant ici dans l'étude de Bell et al., c'est qu'il décompose en zones municipales. Alors, vous voyez, là, c'est vrai qu'on regarde une période beaucoup plus courte, puisqu'on regarde 96-2012, mais là, on découpe les États-Unis en petits morceaux. C'est des commuting zones, qui sont essentiellement des municipalités, vous voyez. Et on connaît municipalité par municipalité. Et donc, on peut regarder, vous voyez, alors les zones en noir, il n'y a pas beaucoup d'innovation. D'ailleurs, vous voyez que les zones en noir, c'est typiquement les anciens États esclavagistes, le Sud. Vous voyez, là maintenant, l'innovation, c'est pas génial. Ça laisse des scories, vous voyez. D'avoir eu des esclaves, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour l'innovation pour longtemps. Hein. Pas bien avoir des esclaves. Tandis que dans les zones où il n'y en avait pas, vous voyez, là, c'est beaucoup plus actif. Vous voyez. C'est intéressant. C'est un truc qui revient souvent. Reversal of fortunes, comme on dit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde, si vous voulez, on regarde les zones, si vous voulez, de l'innovativité des enfants. Ce que montre ce diagramme ici, c'est que les enfants innovent davantage ou dans les zones communales où les parents ont davantage innové. Vous regardez à l'époque des parents, s'il y avait plus d'innovation là, et vous êtes né là-bas, même si vous vous déplacez, on sait où vous êtes né, et bien vous avez plus de chances d'être un innovateur. Donc vous avez grandi, ça influe sur le fait que vous êtes innovateur. Que vous vous déplaciez ou pas. Ça, c'est très intéressant. Vous êtes né dans un endroit où, quand vous êtes baigné dans votre enfance, il y avait plus d'innovation autour. Vous êtes né dans la Silicon Valley, eh bien, ça augmente votre probabilité d'innovation. Et ça, c'est une chose intéressante. Enfin, voilà, une chose. Voilà. Alors maintenant, quelqu'un m'avait demandé sur l'université. Alors j'arrive, vous voyez, quand je dis je vais faire, vous pouvez penser toujours que je fais ça pour éviter les questions, que j'innove dans ma manière d'esquiver les questions difficiles. C'est pas, non. Donc là, ce que je regarde, c'est le classement en termes de taux d'innovation. Vous savez que vous pouvez classer les universités de différentes manières. Vous avez entendu parler du classement de Shanghai. Mais le classement de Shanghai, on l'a reproché souvent de mélanger les serviettes et les torchons. C'est-à-dire on mélange le nombre d'innovations au nombre de prix Nobel qu'il y a dans l'université, etc. Alors vous savez que, évidemment, quand on est premier, on est là. Quand on est deuxième, troisième, quatrième, et là, c'est les 200 premiers. Donc c'est pour ça que plus je vais par là, moins je suis bien classé. Parce que le classement, on veut avoir un petit nombre. Hein. Je veux être premier, je ne veux pas être 200e, hein, d'accord? Et vous regardez le nombre d'étudiants à l'âge de 30 ans, et il n'y a pas de secret. Quand vous venez d'une université qui est très bien classée en matière de publication, de brevets, etc., eh bien, ça produit plus d'innovateurs. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un miracle, hein. Mais c'est bien d'avoir des universités qui sont très innovantes, qui ont une bonne performance de recherche, si le but, c'est de produire des innovateurs. Ce n'est pas pour rien. Voilà, donc Zuckerberg, il n'avait pas terminé ses études à Harvard. Il était à Harvard en undergrad, il a quitté avant même, je ne sais même pas s'il a eu son bachelor degree, mais il a quand même été à Harvard, quoi. Voilà, il était dans un milieu propice à l'innovation, quoi. Voilà. Et ça se voit ici. Oh là là, j'ai toujours un problème avec les tous. Ce qui me fait très peur, c'est que je me dis toujours que c'est un indice d'ennui. Mais je fais ça, vous voyez, ça c'est vrai, je raisonne comme économiste. Je me dis, il y a deux raisons. L'un, c'est la toux elle-même, et l'autre, c'est le fait que je suis ennuyeux. Et évidemment, je dois corriger pour la saison. Donc, quand j'ai beaucoup de ça au mois de février, je suis aucun problème, le cours passe très bien, mais quand il fait chaud, je me dis zut, c'est ou la fatigue ou moi qui suis. Voilà. Donc, je vois qu'il y a le nombre d'innovants dépend de l'industrie et de la région des parents.
et on voit que ces externalités ont un effet en plus du revenu des parents et de l'éducation des parents. Donc c'est très intéressant de voir d'où viennent les inventeurs. Et je voudrais quand même regarder quelque chose aussi en termes de la carrière des inventeurs, parce qu'on peut regarder le revenu des inventeurs. Et vous voyez qu'en fait, un inventeur, c'est ça que je veux vous montrer ici, un inventeur a beaucoup de chance. Là, la densité que je montre ici, si vous voulez... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, ce que je montre là, c'est que ça, c'est le revenu en milliers de dollars, vous voyez? Le revenu, eh bien, ils ont très peu de chances de gagner beaucoup. Mais ils ont, voyez, voyez, il y a très peu d'inventeurs qui gagnent très bien, la plupart gagnent mal. C'est comme les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui crèvent de faim et très peu d'acteurs qui gagnent très bien. Eh bien, les inventeurs, c'est la même chose. Et donc, voilà. Et alors, à ce moment-là, évidemment, quand on voit ça, on peut se dire, bon, je sais ça, qu'est-ce que je peux dire sur taxation et innovation? C'est intéressant. Et là, c'est un débat que je veux mettre en vous, et je vais vous dire des bêtises, mais justement, j'aime bien vous dire des bêtises pour que ça vous réfléchissiez et qu'on ait des débats intéressants. Parce qu'il y a des gens qui peuvent mal raisonner sur cette base. Ils peuvent dire finalement les inventeurs, comme la plupart ne gagnent rien du tout et que très peu gagnent beaucoup, après tout je peux les taxer à mort, qu'est-ce que ça change? Puisque en termes probabilistes, ils ne seront jamais dans la situation où je vais les taxer. Donc en gros, si vous voulez, vous pourriez vous mettre à la place d'un individu qui déciderait soit d'avoir une carrière pépère, salaire fixe et pas innover, etc., ou bien de dire je fais un inventeur et je prends des risques. Voilà. Donc, si vous voulez, et maintenant, mettons que vous disiez, ben, je vais taxer les très hauts revenus. Je fais le taux à 75%, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, celui qui fait la carrière à salaire fixe, il se dit, moi, de toute façon, ça n'aura pas d'effet sur moi, parce qu'il y a très peu de chances que je passe sur le seuil des 75. Mais celui qui va prendre des risques, il se dit, ben, il y a une petite chance que j'arrive quand même là. Donc, évidemment, un premier effet, ça va être de décourager de devenir inventeur, évidemment. Mais évidemment, vous pouvez vous dire, c'est quand même un effet très faible, parce que si on devient inventeur, la probabilité que j'arrive beaucoup est faible de toute manière. Donc, l'effet sur la marge extensive, là, je suis en train de regarder le choix en être inventeur et ne pas l'être, bah, l'effet sur la marge extensive devrait être très faible. Vous voyez? C'est ça l'idée. Si on raisonne comme ça, si on raisonne comme si les gens faisaient l'utilité espérée, comme on dit. Mais il y aura évidemment un effet très fort sur l'intensité, sur la marge intensive, c'est-à-dire que si tu voulais, conditionnellement à être chercheur, eh bien, peut-être que je poursuivrai des choses moins ambitieuses si je sais que les taux de taxation sont très élevés, si je réussis. Ça peut influer sur le fait que je peux aller pour des trucs plus petits et être un chercheur pépère au lieu d'être un chercheur très ambitieux. Parce que je me dirais, là, j'ai des grosses chances d'être taxé. Donc c'est intéressant, on peut déjà se poser cette question, se dire, voilà, je mets des forts taux de taxation. Mais la question, c'est que les inventeurs, typiquement, ne raisonnent pas comme ça. C'est un peu comme les présidents de la République. Quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, même s'il a une chance epsilon de passer au deuxième tour, il va mettre tout là-dessus, quoi. Vous voyez, il ne raisonne pas. Je ne mentionne personne dans cette salle. Hein. Vraiment, aucun. Il ne raisonne pas en termes espérés, justement. Vous voyez, il ne raisonne pas comme ça. Un vrai innovateur raisonne dans le terme c'est comme un entrepreneur, il se dit je me mets dans la situation. S'il voit la possibilité d'être très fort, il se met dans cette possibilité-là. Il ne regarde pas en termes espérés. Certains candidats potentiels aux présidents, s'ils raisonnaient en termes espérés, décideraient immédiatement de ne pas se présenter. Mais ils ne raisonnent pas comme ça. Ils se mettent dans l'optique la plus favorable. Ouais. Eh bien, les chercheurs, c'est pareil. Vous voyez, les entrepreneurs, c'est pareil. C'est pour ça que ce raisonnement-là est très fallacieux, de dire comme la chance est tellement faible de très bien réussir, tant pis, mettons 100% d'impôts sur ces gens-là, ça ne changera rien. C'est un raisonnement faux pour la même raison que justement les gens ne raisonnent pas comme ça. Donc je voulais juste vous mentionner ça et vous mettre cette petite graine dans la tête, comme ça on peut raisonner sur ces choses-là. Et il y a un autre argument qui va contre ce raisonnement, c'est la chose suivante, c'est de dire voilà, les inventeurs, peut-être qu'eux ne gagnent pas, ils peuvent gagner ou pas, mais ils travaillent avec des gens qui les financent et qui les aident. Et il faut voir aussi les incitations de ces gens-là. Les venture capitalistes qui vont aider les inventeurs, les autres qui vont... comment vous allez affecter tout ça? Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la taxation progressive, etc. Mais vous devez regarder tout ça quand vous pensez à un système fiscal. Vous ne pouvez pas juste penser à l'inventeur. L'inventeur, il ne tombe pas du ciel. Il travaille avec d'autres gens. Et je vais vous montrer dans un instant comment il travaille avec d'autres gens. Et dans d'autres cours après. Et c'est ça que vous devez regarder également.
Voilà, et que les gens ne regardent pas en général. Voilà, donc je voulais un petit peu mettre ces idées-là, planter ces idées-là. Donc là, à conclusion jusqu'à maintenant, les chances ne sont pas égales à la naissance, le revenu des parents est important, si vous êtes né homme ou femme, c'est important, l'origine ethnique est important, le rapport à l'innovation durant la jeunesse est important. Si vous êtes un père innovateur ou un père qui travaille dans une industrie innovante ou vous êtes dans une région innovante, quand vous avez grandi là-bas, ça joue un rôle. Et on a une perte énorme de talent dans les milieux défavorisés, c'est évident. Donc c'est vrai qu'il y a une marge énorme. C'est pour ça que je crois, et c'est ça toute la difficulté, si vous voulez, quand on est schumpeterien et qu'on croit. Mais on dit, voilà, je sais que je veux, en gros, que tous les gens intelligents et tous les gens doués puissent innover. Or, il y en a qui ont des barrières à cause du revenu. Donc, pour cette raison, je veux créer de la mobilité sociale et de la redistribution. Et en même temps, je veux la faire d'une manière qui ne décourage pas l'innovation. Et vous voyez, c'est les deux bouts à tenir. Et c'est dans ces termes-là que je pose le problème. Et beaucoup de gens qui pensent à la taxation de la redistribution ne posent pas du tout le problème de la croissance et de l'inégalité dans ces termes-là. Et c'est dans ces termes-là que je la pose, moi. Voilà. Donc, voilà où on en est. Alors maintenant, on est à... Il est quelle heure maintenant? Il est... Quelle heure? Moins le quart? Il est moins 20. Bon, ben j'ai encore le temps. Alors, je vais maintenant aller voyager en Finlande. Ça vous plaît, la Finlande? C'est très sympa comme pays. Alors, on va en Finlande. Voilà, on va en Finlande. Et on va regarder les données individuelles finlandaises. Donc, je vais regarder un peu. Je commence là, puis je continue tout à l'heure. Et donc, je regarde les données finlandaises. Alors, je vais aller en Finlande sur la période 88-2012. Et la Finlande, c'est un pays quand même très intéressant parce que, si vous voulez, c'est un pays, c'est un modèle avec la Suède, le Danemark, etc. C'est des pays qui ont quand même un côté très sympa. Quand je parlais de mobilité sociale, c'est que, si vous voulez, l'école, elle est gratuite pour tout le monde et elle est de bonne qualité. Si vous voulez, la Finlande, typiquement, ils ont mis en place, ils ont de très bons tests PISA. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en termes de pourcentage du PIB, ils dépensent autant que nous, mais avec de bien meilleurs résultats. Donc moi, d'ailleurs, ce que j'aurais fait si j'avais été ministre de l'Éducation, mais j'adore Najat, mais si elle m'écoute, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, j'aurais été regarder ce que font les Finlandais. Je pense que c'est toujours une bonne chose, quand on veut réformer, de voir ce qui marche ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier exactement ce qui marche ailleurs, mais je pense que c'est toujours raisonnable de voir ce qui marche ailleurs, de comprendre pourquoi ça marche. On peut adapter ou ne pas adapter à son pays. Mais Finlande, pour être maître d'école ou professeur de lycée, il faut avoir fait 5 ans d'études après le bac. Et ensuite, ils ont 18 mois d'entraînement intensif pédagogique. Et régulièrement, ils sont recyclés. Et il y a des tuteurs, ça c'est la première chose, la qualité des profs. La deuxième chose, c'est les tuteurs. Il y a des tuteurs en Finlande. Dès qu'un enfant est en difficulté, il a un tuteur qui s'occupe de lui. Et il y a une certaine autonomie des établissements, c'est-à-dire qu'il y a un curriculum national, mais il y a les universités, si vous voyez qu'un type ne travaille pas, eh bien, ils ont la possibilité de dire monsieur, au revoir, madame, au revoir, etc. Donc ça, c'est très important, et d'avoir une politique de ressources humaines qui leur est propre. Bon, donc, en tout cas, la Finlande est un modèle intéressant, et on pourrait dire, la Finlande, si je devais représenter en Finlande, voilà, si je vous demandais de deviner le revenu des parents, et là, je vous mettais en ordonnée la probabilité d'innover, ce que j'ai regardé, eh bien, moi, vous m'auriez dit, ça devrait être comme ça, quoi, puisque c'est égalitaire. Le revenu des parents ne devrait avoir aucune importance. D'accord? Or, voilà ce qui se passe. Alors, attendez que je regarde. Ah oui, alors là, oui, alors je vais regarder, je vais aller à un autre, je devrais l'avoir là. Voilà ce qui se passe. Vous voyez la courbe à gauche? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en Finlande. En Finlande, vous avez la même courbe qu'aux États-Unis. C'est une surprise incroyable. Donc quand j'ai commencé à travailler, vous voyez, c'est souvent important quand on fait de la recherche. Il ne faut pas avoir des a priori. Vous voyez, vous tombez sur quelque chose qui n'est pas ce que vous pensez, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que je n'ai pas compris. Et aller regarder les choses que vous n'avez pas regardées. Une hypothèse aurait pu te dire, écoutez, allez, ne montrez surtout pas ce graphe, puisque je ne veux pas le voir. Hein. Et donc, voilà, ma théorie ne va pas pour ça, et j'oublie, quoi. Mais je ne peux pas faire ça, ce n'est pas scientifique. Je vois ça, et je vois que la courbe ressemble étonnamment à la courbe américaine. C'est quand même extraordinaire. Comment ça se fait dans un pays aussi égalitaire que ce soit une courbe aussi... voilà. Alors, je vais maintenant passer à la troisième partie. Je vais la commencer maintenant.
Et après, nous continuerons la prochaine fois. Donc, je regarde la partie qui est là. Voilà. Alors là, j'ai un co-auteur. Il est très sympa parce qu'il est un formidable co-auteur et il a un sens des titres. Il a appelé le papier « Living the American Dream in Finland », « Vivre le rêve américain en Finlande ». Et pourquoi on dit, qu'est-ce que c'est que le rêve américain? Le rêve américain, en gros, c'est de dire, d'où que je sois, ou moi ou mes enfants, on peut arriver à n'importe quel truc. Et puis, ça peut et d'arriver à ça nous donne des revenus élevés. C'est les deux. C'est-à-dire, tout est possible, et ça nous amène, et on peut déménager à Upper East Side, à Manhattan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux choses. Je veux pouvoir faire ce que je veux, et je peux quitter Queens pour aller habiter à Upper East Side. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux choses, d'accord? Et la question, c'est est-ce qu'en Finlande, je peux vivre le rêve américain? On sait qu'en Amérique, on ne peut plus. Ça vous donne le vote Trump. Mais peut-être qu'en Finlande, on peut vivre encore le rêve américain, d'accord? Donc, voilà. Et regardez. Oh là 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 là. Ça, c'est la courbe. Ça, vous vous souvenez que j'avais ça sur les données historiques. Ensuite, j'ai regardé les données américaines récentes. J'ai ça. Et puis, regardez la Finlande. Aïe, 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 aïe. C'est la fin des haricots, là. Regardez, moi, je voulais ça, moi. Je voulais pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais me poser deux types de questions. Je vais me demander, est-ce que devenir un inventeur dépend des conditions socio-économiques, de l'éducation des parents, etc. Je vais regarder d'autres choses également. Et quand je dis ability, je ne pourrai jamais parler de ability parce que j'aurai des tests de QI, mais les tests de QI, moi, mon sentiment, c'est qu'ils sont eux-mêmes en grande partie déterminés par l'environnement. D'accord? Je vais être très prudent là-dessus. Je vais ensuite poser la question, donc, qui devient innovateur, comme je me suis demandé avant. Et après, je vais me demander, qu'est-ce que je gagne en étant innovateur? Parce que si tout le monde peut devenir innovateur, mais qu'on touche des clopinettes, ça ne vous donne pas le rêve américain. Moi, je veux devenir innovateur et je veux déménager à l'île Saint-Louis ou dans le 7e arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas, ou dans le Upper East Side. Voilà, c'est ça que je veux, tout ça. Voilà. Est-ce que je peux ou pas? Et donc, quelles sont les implications de l'innovation, plus généralement, pour la mobilité sociale et la mobilité de revenus? La mobilité de revenus, c'est si je pars d'en bas au début de ma carrière, est-ce que j'arrive en haut de l'échelle des revenus? La mobilité sociale, c'est si j'ai des parents qui sont en bas de l'échelle, est-ce que moi, je peux monter en haut de l'échelle? Donc, je vais me poser les deux types de questions. Est-ce que le fait de devenir innovateur dépend du revenu des parents? Il semble que oui. Pourquoi? Et est-ce que conditionnellement à innover, est-ce que ça va me permettre de prendre l'ascenseur social et de monter en termes de revenus? C'est ces questions-là que je vais me poser. D'accord? Donc, je vais commencer aujourd'hui et je vais continuer la prochaine fois. D'accord? Alors, la chose très sympa avec la Finlande, c'est qu'on a pu mettre, vous savez, je vous ai déjà dit, comme j'ai dû me battre en France, et je ne suis pas encore au bout de mes peines, avec le comité du secret, la DGFiP, l'INSEE, ils sont tous adorables, mais ils changent de direction. Là, donc, je ne vais pas refaire ma plainte. Là-bas, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pu avoir, en fait, des données très différentes. J'ai pu avoir l'équivalent de ce que la DGFiP française aurait pu me donnerait, c'est-à-dire les revenus individuels. D'accord? Et les revenus des parents, et l'éducation des parents. Donc ça, c'est la première chose. Ça vient de Statistiques Finlande. D'accord? Mais j'ai deuxième chose. Ça, c'est ce que le DADS me donnerait en France. C'est des données de firme. C'est-à-dire que je peux savoir, quand j'ai quelqu'un qui innove, quel est le revenu des gens qui travaillent avec lui à tous les niveaux hiérarchiques de la firme, jusqu'au propriétaire de la firme. C'est formidable des données comme ça. Donc je vais pouvoir regarder les externalités, je vais pouvoir dire, voilà, moi j'innove, qu'est-ce que ça veut dire pour le revenu du type qui travaille tout en bas de l'échelle, le senior manager, l'entrepreneur, etc. Ça, c'est formidable de pouvoir regarder ça. Bon. Ensuite, j'ai des données de brevets. Donc, je regarde, par exemple, tous les gens qui ont breveté à l'Office européen des brevets, qui vous donnent le nom de l'inventeur, qui vous donnent le nombre de citations du brevet, qui vous donnent toutes les informations d'où il vient l'inventeur, etc. Et enfin, ce que j'ai, c'est des données de QI. Parce que, si vous voulez, en Finlande, le service militaire est toujours obligatoire et tous les hommes font leur service militaire. Et donc, ils ont des tests de QI. Moi, je me rappelle, j'étais allé à Vincennes, j'étais très bon en morse, en fait. C'était ma carrière. On m'a dit, mais tu sais, vous avez tort de faire ce que vous voulez faire. Vous êtes génial en morse. Oui. Donc, j'ai raté ma vocation. Voilà. J'aurais dû faire du morse tout le reste de ma vie. Eux, ils ont un peu la même chose. Ils ont des textes de QI verbal, de QI de maths et de QI visio-spatial.
voyez, c'est les cubes, les trucs, vous voyez, c'est censé être plus exogène, ça. C'est censé moins dépendre de l'éducation. Il y a des tests qui disent que ça dépend moins. Alors moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. On regarde toutes les mesures de QI. Et donc, ce qu'on arrive à faire, c'est mettre toutes ces données-là ensemble. Et ces données-là, quand elles sont mises ensemble, racontent des choses très intéressantes. Vous voyez, par rapport à Bell et al., à l'article précédent que j'ai regardé, ils n'avaient pas l'éducation des parents, ils n'avaient pas les firmes, et ils n'avaient pas les données de QI. Et les données historiques n'avaient pas l'éducation des parents, n'avaient pas le QI non plus, et n'avaient pas les données de firme non plus. Ça, c'est des choses que nous avons. On est les premiers à avoir ça, et on est les premiers à mettre ça avec les données de revenus et les données de brevets, vous voyez. Et donc, avec ça, on va pouvoir dire beaucoup de choses. Donc, on va regarder, alors vous pouvez me dire, la Finlande, c'est tout petit, mais on regarde quand même 700 000 individus qui travaillent dans des entreprises. Parmi eux, il y a 12 575 inventeurs. Et parmi eux, je n'ai des tests QI que pour les hommes nés après 61, ce qui est une tristesse folle, puisque moi je suis dans 56, donc je ne suis même pas, je suis trop vieux pour être dans leur échantillon, vous voyez, c'est affreux, un truc. Voilà, donc je suis là, et on regarde, voilà, et c'est ça notre base de données. Donc maintenant, la question, c'est qui devient inventeur en Finlande. Donc je vais regarder ça, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je commence par ça. Et là, je fais une régression, c'est-à-dire que je mets au membre de gauche la probabilité de devenir inventeur, et à droite, je mets le revenu des parents à tous les percentiles possibles, je mets l'éducation des parents à tous les niveaux d'éducation, je mets mon niveau d'éducation, je mets mon niveau de QI dans les tests QI, et je regarde ce que ça donne. Alors là, pour le moment, je vais simplement regarder la relation, simplement celle que j'avais écrite là, la relation entre le revenu des parents et la probabilité d'innover, en faisant abstraction du reste. Et vous voyez, alors là, normalement, le tableau lui-même, il est énorme, puisqu'il a les revenus des parents à tous les pourcentiles, il a les niveaux d'éducation à tous les niveaux d'éducation. C'est un tableau gigantesque. Évidemment, je ne peux montrer que des sous-parties du tableau. Ici, si vous voulez voir tout le tableau, vous devez marcher, vous voulez ramper sur le tableau. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que avoir un papa qui est dans le percentile le plus élevé, ça a énormément d'influence sur votre probabilité d'innover. Un tout petit peu moins quand il est 99e percentile, un petit peu moins là, et ça descend, ça descend, ça descend. Et après, c'est en fait très petit quand il est avant. Et ça, c'est les revenus de la maman. Vous voyez, et on voit effectivement que si on regarde que simplement la dépendance de la probabilité d'innover au revenu, en fait, d'avoir des parents qui sont dans le haut des revenus, ça a une énorme influence sur la probabilité d'innover. Donc ça, c'est en régression, ce que j'ai montré en diagramme. D'accord ? Mais là, c'est des régressions où j'ai tous les contrôles, etc. Alors ensuite, on dit, bon, OK, je fais ça, et je vais maintenant contrôler pour l'éducation des parents. Alors en fait, également là, je ne montre que les lignes qui correspondent aux parents qui ont un PhD ou un master. Okay, évidemment, en fait, j'ai tous les niveaux d'éducation des parents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, l'éducation des parents joue un rôle très important. Et quand je contrôle pour l'éducation des parents, vous voyez que le coefficient du revenu des parents tombe un peu. Vous voyez là ? Donc une partie de la relation entre le revenu des parents et ma probabilité d'inventer passe par l'éducation des parents. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais là je le vois, je le touche ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est des données très fines, je peux les toucher. Voilà. Alors ensuite, je regarde le QI, et quand je contrôle pour le QI, alors évidemment, à nouveau, ça fait descendre un tout petit peu le coefficient du revenu des parents, et le QI a un rôle également. Alors le QI ici, il y a toute la question, qu'est-ce que ça reflète le QI ? Et je veux tout de suite, pour éviter des révoltes et tout ça, parce que c'est que je pense que le QI, on ne sait pas dans quelle mesure, qu'est-ce qui dedans est social et disons, environnement, et qu'est-ce qui dedans n'est pas environnement. Les tests de QI sont pris quand même au niveau du service militaire. Il a pu se passer beaucoup de choses. Moi, je crois beaucoup, par exemple, dans l'éducation pré-primaire, l'éducation maternelle, les kindergarten. Je pense que c'est un rôle très important. Je pense qu'il y a différents stades de la vie d'un enfant qui influent également sur les tests de QI de l'enfant. Et là, il y a des études à faire. Je ne les ai pas faites, mais je suis convaincu que ça joue. Si vous mettez votre enfant dans un jardin d'enfants très bien, ou si il est dans un environnement qui n'est pas bon, je suis certain que ça influe sur le QI de l'enfant. Maintenant, il peut y avoir d'autres choses, mais ça, c'est des choses qu'on ne comprend encore pas bien et qu'il faut regarder. Donc là, je suis très prudent là-dessus. Je vous montre simplement des résultats et je ne les interprète pas. Voilà. Alors ensuite, alors maintenant, le truc intéressant, ici, je contrôle pour l'éducation de l'enfant.
Et là, ce qui est très intéressant, c'est quand vous contrôlez pour l'éducation, vous voyez d'abord que d'avoir un PhD en sciences, ça a un effet très important sur la probabilité d'innover. Et quand je contrôle pour l'éducation de l'enfant, vous voyez que le revenu des parents a beaucoup moins d'effet que là, vous voyez, ça a fait tomber le revenu des parents, et l'éducation des parents aussi est tombée. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous avais dit, une grande partie de la relation entre le revenu des parents et la probabilité d'inventer passe par le fait que les parents qui gagnent mieux sont des parents... C'est que le fait qu'ils gagnent mieux, d'une certaine manière ou d'une autre, ça fait que vous avez une meilleure éducation et que, du coup, vous avez une plus grande probabilité d'inventer. Seulement, la question, c'est que vous vous dites... alors maintenant, je peux montrer ça, parce que ici, j'ai montré des tableaux en montrant que quelques lignes. Mais là, maintenant, je peux représenter, et ça vient de la régression. Tout à l'heure, j'avais montré ce que j'appelle un scattered plot, c'est-à-dire je montrais des points, mais pas basés sur des régressions. Mais là, maintenant, je reconstitue à partir de la régression la courbe. Vous voyez, je sais parce que je sais quand j'ai chaque niveau de pourcentile des revenus des parents, je sais ma probabilité d'inventer. Donc, je peux reconstituer la courbe. Et ce qui est très joli, c'est qu'avec la régression, je reconstitue cette courbe qui a toujours cette forme-là. Ça, c'est si je regarde simplement la relation entre devenir un inventeur et le revenu des parents. Mais maintenant, ici, je contrôle pour l'éducation des parents. Et vous voyez que ça baisse ici. Après, je contrôle pour le IQ, ça baisse encore un petit peu. Et là, je contrôle pour mon éducation. Et vous voyez que pratiquement tout le truc est tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste encore un petit peu un rôle là du revenu des parents, probablement les connexions, le père qui vous aide à démarrer un business, etc. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'aux États-Unis, si je contrôle quand même pour votre revenu à vous, votre éducation à vous, je pense qu'il y a quand même, à mon avis, ce sera un peu plus gros. Même là, c'est un peu plus important. Et évidemment, la question, c'est d'expliquer pourquoi les enfants de parents très aisés finissent avec un meilleur niveau d'éducation. Vous voyez? Et là, on revient à mes hypothèses. Et là, je pense que ce n'est pas forcément la même chose en Finlande et aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, mais ça c'est à regarder, puisqu'ils n'ont pas les données sur l'éducation des parents pour le moment, mais je pense qu'aux États-Unis, le côté barrière à l'entrée, c'est-à-dire le côté contrainte de crédit, le fait que vos parents vous payent des études parce que ça coûte très cher, ou bien peuvent se permettre d'habiter dans des environnements, dans des voisinages où il y a de bonnes écoles. Aux États-Unis, ça joue un rôle très important. Je pense qu'en Finlande, ça joue un rôle moins important, mais que davantage pas par le fait que quand même, en Finlande, les parents plus aisés sont des parents qui ont un niveau d'éducation plus élevé. On sait que l'éducation, c'est beaucoup à l'école, mais malgré tout, il se passe quand même un peu par les parents. Et donc ça doit jouer un rôle également, probablement. Et on peut le regarder de manière, en fait, intéressante, parce qu'on peut regarder, on peut dire, voilà, j'avais différents facteurs qui expliquent la variation. On sait que innover ou pas innover, ça dépend de beaucoup de choses. Et on peut dire dans ça, qu'est-ce qui est expliqué par le revenu des parents, l'éducation des parents et son éducation. Et on voit que le gros, c'est son éducation. Donc ça, on sait que c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que c'est parce que les parents riches peuvent payer l'éducation pour leurs enfants? Non, en Finlande, on sait que l'éducation est gratuite. Donc c'est pas qu'ils vous payent des écoles plus faciles. C'est autre chose. Ah, peut-être qu'ils vous aident à démarrer un business, peut-être qu'ils vous aident dans la prise de risque, peut-être qu'ils vous aident dans... Mais ce n'est pas pour payer l'école, parce qu'en Finlande, l'école, elle est gratuite. D'accord? Alors, on peut regarder si vous voulez, la variation dans l'éducation. Donc là, on prend de dire, voilà, il y a des gens plus ou moins éduqués. Essayons de voir quelle est la part expliquée par le revenu des parents, l'éducation des parents et la richesse des parents et le IQ. Et on voit que l'éducation des parents explique en grande partie le fait que vous soyez plus ou moins éduqués, vous voyez. Il y a quelque chose qui sort avec le hand IQ, mais moi je pense que le QI, en grande partie, ça fait référence à de l'éducation à des stades que nous n'avons pas, qui sont les stades kindergarten, mais là-dessus, c'est une boîte noire encore. Voilà. En tout cas, donc je montre quelque chose qui est encore une boîte noire. Moi, je retiens de ça que c'est éducation, éducation, éducation. Moi, je pense que la leçon importante là-dedans, c'est de dire, eh bien, il faut l'éducation. Peut-être qu'en Finlande aussi, ce qui se passe, c'est que ça fait quand même pas énormément d'années qu'ils ont ce système éducatif. Évidemment, vous voyez, peut-être l'histoire, ça prend beaucoup plus de temps, et que peut-être que si on regarde dans quelques décennies et qu'ils gardent le même système éducatif, peut-être que cette courbe va finir par s'aplatir de lien entre revenus des parents et probabilité d'innover. Mais que ça met un certain temps à s'aplatir. Et donc, en tout cas, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et que peut-être aussi ils améliorent le jardin d'enfants à tous les niveaux et le rendent accessible à tous, tout ça contribuerait à aplatir cette courbe de relation entre la probabilité innovée et le revenu des parents. Voilà. Donc, alors, simplement, avant de terminer, on peut s'amuser là-dedans.
On peut dire, voilà, je peux comparer à des docteurs. Alors ça, vous allez rigoler un peu parce que vous allez sortir insulté, vous dire, celui-là, vraiment, je ne veux plus mettre les pieds chez lui, il dit trop de choses insultantes. Mais je me suis amusé à comparer les inventeurs aux médecins et aux juristes. Et en fait, c'est assez différent. C'est marrant, il semble disons que la variable revenu des parents et éducation des parents joue plus pour juristes et medical docteurs que pour inventeurs. Donc ça, c'est quand même intéressant. Bon, le reste, je ne commenterai pas, mais, parce que je ne vais pas me mettre des gens à dos. Bon, c'est la Finlande, hein, voilà. La France, c'est sûrement différent. Je suis sûr qu'en Finlande, le IQ est pareil partout et le revenu des parents est pareil partout. Voilà, là, c'est la Finlande, et puis voilà. Donc, mais en tout cas, c'est amusant. On peut s'amuser également à dire, voilà, eh bien, là, je sais que c'est la proportion d'inventeurs en moyenne maintenant, et on peut dire qu'est-ce qu'aurait été la proportion d'inventeurs si j'avais tous les inventeurs avec des parents riches et que je leur mets les parents les plus riches à tous. Eh bien, vous voyez, ça fait grimper, ça multiplie presque, ça fait grimper la probabilité d'inventer, vous voyez. Beaucoup plus que, voilà, mais également, ça aurait fait grimper la probabilité d'être medical doctor et lawyer. En termes de IQ, si j'alignais sur le IQ le plus élevé, j'aurais une probabilité d'inventer beaucoup plus grande, alors que pour medical doctor et lawyer, j'ai à peu près un petit peu plus pour medical doctor, mais pas beaucoup plus pour lawyer. Mais à nouveau, qu'est-ce qu'il y a derrière ce IQ est une énorme boîte noire que je ne sais pas vous dire. Et voilà, et donc du coup, je reste très circonspect à ce sujet. Mais c'est intéressant qu'on peut regarder ces choses-là et que, vous voyez, ça vous permet, en tout cas, de dire des choses intéressantes. Voilà, je voudrais m'arrêter là, peut-être, parce que là, je vais arriver à la prochaine leçon, mais je vous remercie pour votre patience. Merci bien.